Voilà, bonjour Eliamine Setoul, bienvenue sur diversité.be. Bonjour, merci de m'inviter. Mais avec un grand plaisir. Alors, vous êtes maître de conférence, vous êtes sociologue, notamment spécialiste des questions de radicalisme. Alors, est-ce que je suis complète dans votre description? Moi, ça me suffit, mais vous pouvez parler, oui, je travaille sur les phénomènes liés à l'immigration, les questions de défense, sécurité, discrimination et puis radicalisation depuis plus récemment, je dirais. Très bien. Alors, en Belgique, on a une actualité, en fait, qui est liée à un de nos militaires qui s'appelle Jürgen Konings, qui, au printemps dernier, s'est emparé d'armes faisant partie d'un arsenal militaire et menaçant la sûreté de l'État, menaçant notamment un virologue en Belgique. Et on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait aujourd'hui dans notre petit pays, la Belgique, une montée importante de l'extrême droite. Alors, ma première question, je voulais vous demander, est-ce que c'est quelque chose, c'est un phénomène aujourd'hui uniquement belge ou est-ce un phénomène français et européen? Non, non, je vous rassure, enfin, je ne sais pas si je vous rassure d'ailleurs en disant ça, mais c'est un phénomène qu'on observe dans pas mal de pays européens et même outre-Atlantique. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'armées occidentales euh, qui attirent des jeunes avec des idées, je dirais, d'extrême droite. D'ailleurs, la sociologie électorale des institutions militaires montre que souvent les partis d'extrême droite font de bons scores. Euh, Dans la police française, par exemple, le taux Marine Le Pen avait fait 60%, je crois, lors des dernières élections présidentielles. Dans l'armée, c'était 50%. Alors autrefois, c'était plutôt un vote de militaires du rang, je dirais, donc des militaires plutôt au bas de la hiérarchie. Aujourd'hui, on voit des corps intermédiaires comme les sous-officiers, voire les officiers, qui parfois vont voter pour ces idées. Donc il y a une pénétration, je pense, indubitable des idées d'extrême droite au sein des institutions militaires, qui n'est pas propre à la Belgique. On le voit en France, on le voit en Allemagne, on le voit aux États-Unis et qui, bien évidemment, doit être prise au sérieux parce que même si notre attention aujourd'hui, enfin depuis 2015, est très focalisée sur le djihadisme, sur le Mhm. radicalisme djihadiste, euh, je pense que ce serait une erreur de sous-estimer la menace que constituent les mouvances d'ultra-droite. Alors, Eliamine, comment expliquez-vous cela? Est-ce que c'est un phénomène récent ou est-ce déjà quelque chose qui existe depuis 20, 30, 40 ans ou est-ce vraiment le tournant des années 2000? Alors, je pense que le lien entre l'armée et le conservatisme, les idées conservatrices ou les partis conservateurs, il est ancien. Euh, les armées belges ou les armées françaises ont toujours été plutôt à droite au niveau de l'échiquier politique. La nouveauté, je pense, c'est le fait qu'aujourd'hui, les idées d'extrême droite sont beaucoup plus fortes dans le paysage politique et le paysage médiatique. Alors en France, c'est paradigmatique, hein, on voit Zemmour quasiment tous les jours à la télé qui nous parle de grands remplacements, etc. Et bien évidemment, l'institution militaire n'est pas étanche à ces idées Mhm. et, euh, et elle est pénétrée par ces idées. Il y a un autre aspect aussi, je pense que avec la massification des phénomènes djihadistes depuis 2015, on a cette idée un peu de l'ennemi intérieur qui a émergé. Et Mhm. je pense que certains militaires perçoivent les Français ou les Belges de confession musulmane comme une espèce de cheval de Troie qui viserait à la défaite ou à l'effondrement de leur pays. Donc, je pense que c'est structurellement ancien, ce conservatisme, ce côté un peu, je dirais pas nationaliste, je dirais plutôt patriotique. Mais depuis quelques années, avec le contexte national et international, on a un durcissement et on le voit au sein de l'institution militaire, avec des groupes d'ultra-droite en fait qui se posent pas comme des groupes d'attaque, hein, ils se posent plutôt comme des défenseurs en fait. Quand vous analysez un peu le discours des gens d'ultra-droite, d'extrême droite, ils vous disent pas qu'on veut attaquer les musulmans, ils disent qu'on veut défendre nos sociétés contre l'invasion, contre le grand remplacement, etc., etc. Donc c'est un discours défensif, au même titre que les djihadistes. Hein. Les djihadistes disent que ils attaquent les gens pas parce que ils veulent attaquer, ils attaquent parce que ils défendent finalement les musulmans qui sont opprimés à travers le monde, en Syrie, en Palestine, etc., etc. Donc on retrouve dans les deux, au-delà de Mhm. la diversité du territoire idéologique, djihadisme, radicalisation d'extrême droite, on retrouve le même discours
qui a un discours de défense finalement des siens. D'un côté, défense de l'Oumma, des musulmans, de l'autre côté, défense des Blancs, de la chrétienté, de l'Europe, etc., etc. Alors, ce qui nous frappe aussi en tant qu'observateurs, c'est la parole libérée. Nous avons, nous, publié chez diversité.be un dossier, notamment avec le témoignage d'un militaire toujours en fonction, on le prénomme Brahim. Et Brahim nous raconte comment il vit de l'intérieur les discriminations, le racisme, l'islamophobie. Et suite à la publication de son interview, nous avons vu déferler aussi des propos extrêmement durs, racistes, islamophobes. Donc, les réseaux sociaux ont aussi nourri un peu ce sentiment et certainement nourri l'extrême droite et la parole libérée de certains membres ou certains défenseurs de l'idéologie d'extrême droite. Oui, bah, les réseaux sociaux. Alors après, les réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux reflètent l'état d'une société? Moi, j'ai l'impression que les extrêmes ont tendance un petit peu à être surreprésentés dans les réseaux sociaux. Mais ce qui est sûr, c'est que au sein des armées, moi, c'est une caisse de résonance et en tout cas une possibilité pour ces groupes de parler et d'échanger plus librement. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est que pendant longtemps, en tout cas, je parle pour le contexte français, être voté FN ou RN, c'était un peu honteux en fait. Donc on le cachait. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens ont l'impression qu'ils peuvent tout dire de manière dissimulée en fait, de manière anonyme. Et donc ils se lâchent. Et je pense qu'il y a un surinvestissement de la toile Internet par les groupes un peu extrémistes, qui soient d'ailleurs d'ultra à droite ou plutôt djihadiste ou autre. Donc je pense qu'il y a cette espèce de sentiment d'impunité qui fait qu'on surinvestit la toile. Alors, Eliamine, il y a une sorte de carrefour pour l'instant. Alors, je ne sais pas, peut-être êtes-vous d'accord ou pas avec ce que je vais vous apporter comme analyse, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le radicalisme musulman stagne et les mouvements d'extrême droite prennent de l'ampleur. Est-ce que je suis dans le bon ou complètement à côté de la vraie réflexion? Alors, je dirais que ça dépend peut-être des pays. C'est-à-dire que si on prend la Belgique et la France, il est clair que entre 2015 et 2020, c'est clairement le djihadisme qui était en pole position. Depuis peu, je pense que les services de renseignement sont mieux formés, connaissent mieux l'état de la menace et on a beaucoup moins d'attentats. Aujourd'hui, les attentats qu'on voit, en tout cas pour le contexte français, c'est très souvent des personnes en fragilité psychologique, psychiatrique, et c'est des gens qu'on pourrait presque même pas capter, identifier tellement ils sont isolés dans leur, je dirais, dans leur démarche. Mais il y a des pays comme l'Allemagne, pendant longtemps, l'islamisme radical et les groupes néo-nazis, c'était 50-50 en fait. C'était les Allemands ont sur leur territoire 25 000 néo-nazis, dont 14 000 capables de passer à des actions plus ou moins violentes. Donc ils vont attaquer des foyers immigrés, ils vont attaquer des handicapés par exemple, parce qu'ils considèrent que les handicapés c'est une sous-race entre guillemets. Et les services de sécurité et de renseignement allemands sont sur ces thématiques depuis pas mal de temps. Et il est vrai que moi, je ne serais pas étonné que pour la prochaine décennie, on assiste à un dépassement, je dirais, des groupes djihadistes dans le nombre d'actions violentes commises par des groupes, notamment d'ultra-droite. Et peut-être même d'autres groupes. Hein. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que je voulais justement relever, voilà, j'ai sous les yeux ici un rapport, qui est le rapport de la Sûreté de l'État belge, le rapport 2020, et je voulais juste vous lire un petit paragraphe de ce rapport qui dit « L'Allemagne a récemment été durement touchée par le terrorisme d'extrême droite », donc je pense que c'était à Hanovre. En 2020, le nombre de décès causés par la violence d'extrême droite a dépassé le nombre de décès causés par le terrorisme musulman. Par conséquent, nos voisins de l'Est considèrent le terrorisme d'extrême droite comme la principale menace aujourd'hui. Donc, ça conforte un peu ce que nous sommes en train de développer. Alors, j'ai une question, Yamine, sur… Pour compléter, Malika, si tu permets, aux États-Unis, le nombre d'actions violentes de l'ultra-droite dépasse très, très largement le nombre d'actions djihadistes. Puisqu'en fait, ils ont eu, en 20 ans, ils ont eu 3200 ou 3300 morts, dont 3100, je crois, dans le World Trade Center. Donc, en fait, les djihadistes aux États-Unis sont quasiment absents, en fait. Et pourtant, si vous faites un sondage dans la société américaine, la majorité vous diront que la première menace, c'est le djihadisme. Donc, il y a un décalage entre la menace réelle et la perception de la menace. Est-ce que ce n'est pas lié aussi
peut-être à l'époque de George Bush, fils, qui avait lancé ce slogan donc, de la croisade et en fait de la guerre contre l'islam et contre les terroristes. Est-ce que ce n'est pas aussi cette médiatisation exacerbée du discours? Oui, c'est possiblement ça. Et puis, c'est l'imaginaire aussi, hein, quelle image du musulman on donne dans les films hollywoodiens, etc. Donc, tout ça, ça travaille la société américaine. Et ça donne le sentiment que la menace est réelle, bien que statistiquement, elle soit insignifiante de facto. Et puis, dans les pays nordiques aussi d'Europe, c'est intéressant. Les services de sécurité sont beaucoup plus axés sur les groupes suprémacistes blancs que sur les groupes djihadistes, hein. Norvège, Suède, Finlande, ils ont des groupuscules d'extrême droite très actifs. Et pour eux, le djihadisme, c'est relativement mineur depuis des années. Donc, c'est vraiment une crise de l'identité, hein. Je pense qu'à partir de l'instant où on prend fait et cause pour une extrême, enfin un extrême comme celui-là, c'est surtout parce qu'on veut protéger son identité. Donc, on est dans une crise identitaire très forte aujourd'hui. Oui, il y a le sentiment, je pense que, en fait, dans beaucoup de pays à travers le monde aujourd'hui, notamment en Occident, les gens ont le sentiment de ne plus maîtriser leur avenir. Du point de vue économique, on est pris dans les tourbillons, hein, avec la puissance chinoise, indienne, les flux financiers qu'on n'arrive pas à contrôler, l'évasion fiscale, etc. Et du coup, les gens se rattachent un petit peu à ce qu'ils peuvent, à des certitudes. Et puis, une des certitudes, c'est souvent la certitude identitaire, entre guillemets. Et du coup, on voit des gens comme Bolsonaro, Trump, Erdogan, qui jouent beaucoup sur la fibre identitaire et sur le nationalisme, parce que c'est ce qui rassure quelque part les gens. Et on a la même chose en France avec des gens qui pensent à Zemmour ou à Marine Le Pen comme présidente. Et je pense que ça, c'est un phénomène qui est global. C'est pas un phénomène qui est propre, je dirais, à l'Europe. Ce repli identitaire face aux incertitudes de l'avenir, aux incertitudes du Covid, etc., quoi. Donc, on se rattache à des choses qui nous paraissent stables, qui nous paraissent rassurantes dans un contexte structurel d'incertitude, de flottement et de peur, en fait, dans l'avenir. Alors, j'avais peut-être une dernière question. Nous avons donc eu, nous, en Belgique, la sortie du président du comité R, hein, le comité de contrôle des services de renseignement, M. Serge Lipsy, qui, lui, a fait parler de lui parce qu'il a donné une interview à un magazine qui s'appelle Wilfried, un magazine politique en Belgique. Et lui, donc, évoquait le fait qu'il y ait une vraie propagande d'extrême droite au sein de l'armée belge. Ça a fait évidemment beaucoup parler. On a demandé à ce monsieur de venir s'expliquer à la Chambre. Est-ce qu'une chose comme ça pourrait arriver en France? Est-ce qu'on pourrait avoir des responsables des services de comité de sécurité, de contrôle des services, qui pourraient venir, disons, sortir un peu de leur zone de confort pour informer de ce qui se passe? Alors en France, ces sujets-là sont relativement, je dirais, tabous. Néanmoins, je pense que moi, la menace est réelle. Les services de renseignement français, bon, ils travaillent sur différents groupes, hein. Vous avez les services qui travaillent sur l'ultra-gauche, l'ultra-droite, le djihadisme, etc. Et il est vrai qu'il y a des connexions, des porosités de plus en plus fortes aujourd'hui entre les armées et l'extrême droite, avec parfois des projets extrêmement inquiétants. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui rentrent dans l'armée française en se disant on va s'entraîner, on va apprendre à manier les armes, et dans 5 ans, 10 ans, on sera prêt pour la guerre intercivilisationnelle contre les immigrés, les musulmans, les juifs, etc. etc. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger cette menace. Mais aujourd'hui, l'institution militaire reste quand même relativement discrète et à mon sens, tend un petit peu à sous-estimer la gravité du phénomène. Très bien. Merci, Liamine Setoul, pour cet entretien. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.